Maintenant, je vais laisser la parole à nos rapporteurs pour avis. Monsieur Fay, qui commence? Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, le budget que le ministre vient de nous présenter, le premier budget de ce quinquennat, témoigne de l'ambition forte du ministère de l'Éducation nationale, faire de l'école le lieu de l'instruction et de la réussite de tous les élèves. Après 2 années marquées par la crise sanitaire, la dernière rentrée scolaire a suscité des inquiétudes renouvelées en raison du manque annoncé d'enseignants. Nous constatons, comme cela nous a d'ailleurs été indiqué dans la plupart des auditions que nous avons menées, que les services académiques ont mené un travail remarquable tout au long de l'été et que la rentrée, de manière générale, s'est bien passée. Malgré le plus faible nombre de candidats au concours d'enseignants, le taux d'encadrement de nos élèves reste élevé et augmente même dans le premier degré pour cette rentrée scolaire. Pour faire face, cependant, à la crise structurelle et non uniquement conjoncturelle que connaît le métier d'enseignant, le gouvernement a annoncé des mesures inédites de revalorisation salariale qui connaissent une traduction effective dans le budget 2023. Au-delà du seul salaire, d'autres éléments de réponse sont apportés par ce projet de loi de finances pour améliorer l'attractivité du métier. Le développement des contrats de pré-professionnalisation qui doit permettre de constituer un vivier précoce d'étudiants intéressés par ces carrières. La hausse des crédits d'action sociale à destination des personnels ou encore l'initiative plus grande laissée aux équipes pédagogiques pour construire des projets au travers du Fonds d'innovation pédagogique sont des exemples sur lesquels nous pourrons revenir. Avec mon collègue Christophe Marion, nous avons également souhaité nous attarder sur un aspect que nous percevons comme un véritable levier d'attractivité et de valorisation du métier, celui de la formation initiale et continue. Concernant plus particulièrement le budget, nous saluons l'augmentation importante que connaît la mission enseignement scolaire de plus de 6% en autorisation d'engagement et crédit de paiement, pour atteindre plus de 82 milliards d'euros, contribution aux pensions de l'État incluses, augmentation qui touche l'ensemble des 6 programmes. Cette augmentation pour une mission dont plus de 90% des crédits concernent la masse salariale est en grande majorité portée par les revalorisations annoncées. Aux 1,7 milliard d'euros pour la hausse du point d'indice de la fonction publique s'ajoutent 635 millions d'euros destinés à garantir qu'aucun enseignant ne démarre sa carrière en dessous de 2 000 euros net, mais aussi à permettre la redynamisation globale des parcours à partir de la rentrée 2023 selon des modalités à définir par la concertation. 300 millions d'euros supplémentaires seront liés à l'exercice des missions complémentaires au travers du pacte avec les enseignants, ce montant n'étant à ce stade qu'indicatif et ne présageant pas l'adhésion des enseignants au dit pacte. Le contenu précis de ces missions nouvelles et les modalités de mise en œuvre du pacte feront également l'objet de concertations, aux résultats desquels nous serons très attentifs. En parallèle, nous notons que le schéma d'emploi diminue d'environ 2100 postes d'enseignants, moins 1117 dans le premier degré et 481 dans le second degré et moins 502 dans l'enseignement privé, soit 0,19% de l'ensemble des postes du ministère. Cette diminution s'opère cependant dans un contexte de très forte baisse démographique et n'affectera pas le taux d'encadrement des élèves, lequel continue à s'améliorer pour le premier degré et se stabilise pour le second degré. Le temps nous manque pour entrer dans le détail de chacun des programmes de la mission et le ministre en a déjà dit beaucoup avant nous. Mais nous souhaitions revenir sur certains grands axes qui nous semblent essentiels. Ce budget permet d'abord de poursuivre et de prolonger le dispositif relatif à l'égalité des chances. Ainsi, le programme 140 enseignement scolaire public du premier degré prévoit que 1670 emplois seront consacrés à la poursuite du dédoublement des classes de grande section en éducation prioritaire. Nous nous en réjouissons. Les dispositifs des cordées de la réussite, des contrats locaux d'accompagnement et des territoires éducatifs ruraux sont également prolongés, pour un montant global d'environ 13 millions d'euros. Nous saluons également l'extension de la prime allouée au personnel exerçant en éducation prioritaire, au-delà des seuls enseignants, pour un montant de 74 millions d'euros. Par ailleurs, l'ambition d'une école réellement inclusive se matérialise par une augmentation très importante de 11,38% des crédits consacrés à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, au sein du programme 230 vie scolaire. Ces crédits permettront le recrutement à la rentrée scolaire 2023 de 4000 AESH supplémentaires, recrutés sur le titre 2. La création de 300 nouveaux dispositifs ULIS à la rentrée 2023 est également prévue. Enfin, nous notons la large place faite à l'innovation pour avancer vers une école du futur qui profite à tous. Celle-ci se traduira au collège par des expérimentations autour de la classe de 6e, classe charnière s'il en est, mais aussi de la pratique sportive ou encore de la découverte professionnelle. En parallèle, 150 millions d'euros seront consacrés au Fonds d'innovation pédagogique et auront vocation à financer tous les projets novateurs proposés directement par les établissements scolaires dès lors qu'ils présenteront un contenu pédagogique fort.
Ces crédits ne sont pas inscrits sur la mission enseignement scolaire, mais sur la mission Investir pour la France de 2030. Ils seront débloqués et alloués en fonction de l'émergence des projets. Et je laisse mon collègue poursuivre. Merci, monsieur le député. Monsieur Marion. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Après cette partie budgétaire, nous avons souhaité approfondir notre étude sur un levier d'attractivité du métier d'enseignant trop souvent sous-estimé, celui de la formation initiale et continue. Dans ces deux domaines, des réformes importantes ont été menées ces dernières années et ont porté certains fruits, mais des difficultés persistent qui doivent pouvoir être levées. La formation initiale a été marquée depuis la session 2022 par le déplacement des concours de recrutement du CAPES et du CRPE en fin de deuxième année de master. Loin d'être une mesure isolée, cette évolution s'est inscrite dans une série de modifications que nous saluons. L'évolution des maquettes de formation et des concours, davantage tournés vers les compétences professionnelles, le développement de l'alternance en Master 2, ou encore l'élaboration de parcours préparatoires ou de pré-professionnalisation dès la première ou la deuxième année de licence. Ces dispositifs permettent de constituer un vivier d'étudiants intéressés par les métiers d'éducation dès la fin du lycée et de les fidéliser et de les accompagner en sécurisant leur parcours de formation sur 5 ans. L'accent porté sur la pratique professionnelle, l'observation et la mise en responsabilité progressive doit garantir de confronter les étudiants de manière précoce aux réalités du terrain et de la profession à laquelle ils aspirent, de manière à prévenir les désillusions qui pouvaient auparavant intervenir en toute fin de parcours ou dans les premières années de la carrière. Il n'en demeure pas moins que des difficultés persistent qui tiennent à la multiplicité des parcours et à leur faible visibilité sur Parcoursup, ce qui peut nuire à leur attractivité, mais aussi au manque de places disponibles pour les étudiants en master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, les fameux master MEF, souhaitant réaliser une alternance, ou encore à la charge de travail importante en master 2. Les organisations syndicales évoquent aussi, pour certaines, un contenu de la formation initiale encore en décalage avec les réalités du terrain. Des ajustements peuvent être proposés sur ces points sans engager une nouvelle réforme de grande ampleur que les acteurs ne souhaitent pas. Nous entendons de notre côté la nécessaire stabilité dont chacun a aujourd'hui besoin. En matière de formation continue, les dernières années ont également été marquées par de grandes évolutions et une véritable impulsion a été donnée à ce sujet à travers notamment de l'élaboration du schéma directeur de la formation continue en 2019, de la mise en place de formations ayant l'ambition de toucher l'ensemble des enseignants, plan mathématiques et français, formation aux valeurs de la République, du développement de la GRH de proximité pour recueillir au mieux les attentes des personnels ou encore de la mise en œuvre, à compter de la rentrée 2022, des écoles académiques de la formation continue. Ces avancées sont essentielles pour permettre à la formation continue d'atteindre ces deux objectifs, permettre aux enseignants de s'adapter aux besoins de l'institution, mais également de s'épanouir professionnellement et personnellement dans une logique d'évolution de carrière, de formation tout au long de la vie, de qualité de vie au travail, susceptible de renforcer l'attractivité de la profession. Nous avons été toutefois alertés sur plusieurs difficultés qui ne permettent pas encore à la France de rattraper son retard par rapport aux autres États de l'OCDE et doivent faire l'objet d'une attention importante. Les enseignants regrettent une trop faible valorisation des démarches de formation, peu ou pas du tout prises en compte dans leur déroulement de carrière. Ils soulignent que les formations ne répondent pas toujours aux besoins, malgré une multiplicité d'acteurs et d'offres. Nous notons également une difficulté à évaluer l'efficacité réelle de ces formations, notamment en classe, quelques mois après qu'elles ont été suivies. Nous avons entendu et nous relayons plusieurs pistes d'évolution autour de la clarification des priorités de la formation continue, autour de l'amélioration de la reconnaissance des formations par davantage de certifications ou encore d'une plus grande évaluation à froid, y compris à minima par des questionnaires d'auto-évaluation quelques mois après la tenue de la formation. Si nous donnerons un avis favorable au crédit de la mission, nous avons cependant, Monsieur le Ministre, quelques questions. Une évaluation des différents parcours préparant au concours de l'enseignement, PPPE, AED pré-professionnalisation, etc., est-elle envisagée pour estimer leurs atouts respectifs et garantir une diversité de voies d'accès adaptées à la diversité des profils, sans pour autant saupoudrer les moyens ni entretenir de complexité pour les étudiants, les universités ou les INSPE? Certes, les crédits de formation continue sont à l'heure actuelle sous-consommés
60% en 2018, 75% en 2019, 50% en 2021, mais les ambitions que porte le ministère de l'Éducation nationale à cet égard sont grandes. Est-il envisagé une augmentation progressive de ces crédits, éventuellement dans le cadre d'une programmation pluriannuelle? Enfin, le dispositif d'indemnisation des personnels effectuant des formations pendant les périodes de vacances scolaires ne semble pas avoir encore trouvé son public, tandis que dans le même temps, plusieurs organismes font état de demandes de formation sur temps scolaire refusées, faute de remplacement disponible. Cette situation risque de s'aggraver cette année compte tenu de la conjoncture et nous souhaiterions que des solutions puissent être envisagées.